Merci beaucoup. C'est un peu intimidant de parler à cette salle aussi remplie. Donc, je voulais remercier Séverine pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être là et de pouvoir partager un peu avec vous les avancées des investigations en imagerie cérébrale dans l'autisme et puis un peu le parcours de recherche que nous menons depuis 30 ans. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, en fait, c'est vous raconter une histoire qui n'est pas entièrement la mienne, qui a commencé avec le docteur Monica Zibovicius, qui a entamé en France, c'était une des premières équipes à entamer des investigations sur les bases cérébrales de l'autisme, que j'ai rejoint il y a 15 ans et que nous avons pu donc continuer cette histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, je suis psychologue et j'ai fait ma thèse en neurosciences et j'ai intégré donc l'Institut Imagine en 2016 à l'hôpital Necker à Paris, où on continue de mener ses études. J'ai pas le bon diaporama là en fait. Un problème? Oui, j'avais celui de. J'ai pas quelque chose pour changer. C'est ça peut-être. Voilà, merci. Donc, les troubles du spectre de l'autisme, je ne vais pas m'étendre dessus, vous connaissez très bien, avec toute son hétérogénéité et sa variabilité de manifestations phénotypiques. Et en fait, ce qu'ils vont tous avoir en commun, ce sont les difficultés dans les interactions sociales. L'autisme est par définition une pathologie des interactions sociales. Et en fait, depuis le tout début, on s'est toujours posé la question, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau qui pourrait nous permettre de mieux comprendre les difficultés qui sont vécues par les personnes avec autisme. Et c'est une question qui, pendant longtemps, est restée sans réponse parce qu'on n'avait pas les moyens techniques, méthodologiques pour pouvoir répondre à ces questions. Et au fur et à mesure du temps, on a pu s'approprier des différentes méthodes et différents outils. Et vous pouvez voir sur ces diaporamas comment les investigations sur le cerveau dans l'autisme ont évolué au cours du temps, ce qui montre d'une part un intérêt toujours grandissant par cette question, mais aussi le fait qu'on dispose aujourd'hui d'une grande variété de méthodes et d'approches pour pouvoir investiguer le cerveau et le cerveau des personnes avec autisme. Donc, au sein de l'équipe, on s'est toujours basé sur une approche d'imagerie multimodale, c'est-à-dire justement se servir, s'approprier des différents outils et des différentes méthodes qui étaient disponibles à chaque moment pour pouvoir investiguer qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau des personnes avec autisme. Donc, je vais vous montrer un petit peu des résultats qu'on a pu obtenir au fur et à mesure. Les premières études en IRM, en imagerie cérébrale dans l'autisme, était réalisée avec la méthode TEP, donc la tomographie par émission de positons, dont parlait Emmanuel tout à l'heure. Et en fait, c'est une méthode qui permet de mesurer le débit sanguin cérébral au repos, qui est un index en fait, du fonctionnement neuronal des différentes régions du cerveau. Et ça, c'est une étude publiée donc en 2000, et c'était la première étude qui a permis d'identifier une anomalie localisée au niveau du cerveau chez des enfants avec autisme, comparé à des enfants sans autisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces résultats? Donc, lors de l'étude, on avait un groupe d'enfants avec autisme, chez qui on a mesuré donc, le débit sanguin cérébral sur tout le cerveau, et un groupe d'enfants sans autisme, chez qui on a fait les mêmes mesures. Et avec, comme je vous disais, les avancées méthodologiques de l'époque, on avait des logiciels qui commençaient à apparaître, qui nous permettaient en fait de mettre tout ça ensemble et de poser une question un peu ouverte. Quand j'ai dit ouverte, c'est-à-dire une question sans hypothèse a priori. Parce que jusqu'à présent, pour investiguer le cerveau, il fallait se baser sur des approches par région d'intérêt, c'est-à-dire qu'il fallait avoir une hypothèse a priori sur une région qu'on espérait trouver anormale pour pouvoir investiguer. Donc là, c'était une des premières fois où on pose des questions ouvertes et on demande au logiciel, voilà les jeux de données des enfants avec autisme, des enfants sans autisme, le débit sanguin cérébral au repos. Est-ce que tu peux me dire, ce fameux logiciel, s'il y a des régions du cerveau où le débit sanguin cérébral au repos serait différent au niveau statistique entre les deux groupes? Et la réponse qu'on a obtenue à l'époque, c'était celle-là, oui, il y a une région du cerveau que vous pouvez observer en vert, hop, ici. Ce sont les régions temporales supérieures, où on avait observé une diminution du débit sanguin cérébral au repos chez des enfants avec autisme par rapport à des enfants sans autisme. C'est-à-dire qu'au sein de cette région,
les neurones consommaient moins et donc fonctionnaient moins bien. Ce qui était intéressant à l'époque aussi, c'est qu'on a pu montrer une corrélation entre ces anomalies au sein de cette région temporale supérieure et la sévérité de l'autisme. C'est-à-dire, plus l'autisme était sévère, mesuré avec une échelle comme l'ADI, plus ces anomalies étaient présentes. Alors, je vous dis, on s'approprie au fur et à mesure des différentes méthodes d'imagerie pour investiguer le cerveau. Et là, on a poursuivi ces études avec les investigations en imagerie cérébrale anatomique, cette fois-ci pas sur le fonctionnement du cerveau, mais sur l'anatomie, avec la même approche où on mesurait la substance grise, donc le corps des neurones, et on posait la même question au logiciel. On a un jeu de données d'enfants avec autisme, des images anatomiques, comparées à des images anatomiques d'enfants sans autisme. Et la question est la même, est-ce qu'il y a une région du cerveau où la substance grise serait différente entre les enfants avec autisme et les enfants sans autisme? Et la réponse était oui, il y a cette région-là, qui ressemble vraiment à l'image précédente, la région temporale supérieure, ou sillon temporal supérieur, le fameux STS, où on observait une diminution de la matière grise chez des enfants avec autisme quand on comparait à des enfants sans autisme. Alors, encore une fois, on avance et on s'approprie des nouvelles méthodes qui sont disponibles. On peut aussi investiguer le cerveau en termes de connectivité anatomique, c'est-à-dire investiguer les fibres de matière blanche qui vont connecter les différentes régions du cerveau par une méthode qui s'appelle l'IRM-DTI. Et donc, on a poursuivi ces études et on a fait, encore une fois, avec la même approche, en s'interrogeant sur est-ce qu'il y a, chez des enfants avec autisme, des régions ou des fibres, des faisceaux de fibres de matière blanche qui sont différentes des enfants au développement typique. Et bien, encore une fois, on retrouve ces régions temporales supérieures où on observe que chez des enfants avec autisme, il y a une diminution de la quantité de fibres, donc une diminution de la connectivité anatomique qui va connecter, qui va lier les régions temporales aux autres régions du cerveau, notamment les régions frontales. Donc, il y a encore d'autres façons d'étudier le cerveau. Je fais un overview sur comment on peut aborder le cerveau. Ça s'appelle les études d'imagerie d'activation, où en fait, ce qu'on va observer, on va essayer d'étudier, c'est comment le cerveau va répondre à différents types de stimuli qu'on peut présenter. Et en fait, en fonction de la réponse cérébrale qu'on a face à des stimuli, on peut identifier ce qu'on appelle des activations qui vont être typiques, et dans le cas de l'autisme, des activations qui vont être atypiques. Et je vous montre un petit exemple, parce que c'est toujours intéressant de voir comment on essaye d'aborder ces questions. Donc là, c'est une étude qui a été faite avec des stimuli auditifs. Donc on a fait rentrer dans l'IRM des jeunes adultes, en l'occurrence, à qui on a fait écouter des stimuli sonores. Je pense que je n'ai pas la main. Est-ce que vous pouvez lancer le premier Non, si vous cliquez sur le petit, alors revenez en arrière. Si vous cliquez sur le petit machin, voilà. Donc, on mettait des personnes dans la machine d'IRM, on faisait écouter ces genres de bruit. On appelait des stimuli du bruit, en fait. Est-ce que vous pouvez lancer l'autre petite enceinte? Ja en tiedä nyt mitä muuta haluan sanoa. Pod. Had. Donc ça, c'était le deuxième jeu de stimuli, qu'on appelait des stimuli voix. En fait, il faut faire attention parce que ce n'est pas du langage, c'est juste de la voix humaine. C'est des sons qui sont émis par la voix humaine. Et ce qu'on avait montré à l'époque, c'est que quand on entend les stimuli voix par rapport à des stimuli non-voix, chez les personnes de développement typique, c'est le groupe contrôle ici,
on a une activation, enfin le cerveau va s'activer davantage au sein de ces régions temporales supérieures, le STS. Donc là, juste pour vous dire, c'est une image de soustraction. En gros, on prend l'activation cérébrale en réponse à des stimuli bruit, on prend l'activation cérébrale en réponse à des stimuli voix, et on fait en soustraction pour savoir quelle est l'activation cérébrale spécifique en écoutant les stimuli voix. Et donc ce qu'on montre, c'est que quand on écoute les stimuli voix par rapport à des stimuli non-voix, on va avoir une activation spécifique au niveau de ces régions temporales supérieures chez des personnes contrôle, alors que chez des personnes avec autisme, ici, ce n'est pas que le cerveau ne fonctionne pas du tout, c'est que l'activité cérébrale, la réponse cérébrale est la même face à ces deux types de stimuli. Ce qui veut dire que quand on fait la soustraction, on ne retrouve pas d'activation spécifique. Ça, c'est très intéressant à l'époque parce que, si vous voyez un peu au fur et à mesure des dates des résultats que je montre, c'était une époque où la conception de l'autisme elle-même était encore en cours de développement. Et en fait, de pouvoir identifier au niveau cérébral, au niveau biologique, des explications pour ce qu'on voyait en clinique était très important. Donc, à un moment donné, une des premières plaintes qui amenait les familles à voir un médecin, enfin le pédiatre ou les spécialistes, c'était mon enfant, on l'appelle et il ne répond pas à son prénom. Et on l'appelle et il ne répond pas. Donc la première chose qu'on faisait, c'était une investigation sur la surdité. Est-ce que cet enfant est sourd? Et non, l'enfant il n'est pas sourd. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on l'appelle et il ne répond pas? En fait, ces types de résultats permettent de mieux comprendre ces manifestations comportementales, parce que ça veut dire qu'au niveau du cerveau, le stimuli voix, qui normalement est traité de façon préférentielle par le cerveau, parce que c'est quelque chose qu'au niveau biologique a une importance majeure, pouvoir identifier la voix de l'autre, pour les personnes avec autisme, n'est pas traité de façon préférentielle et donc rentre dans le traitement cérébral, comme dans n'importe quel autre type de stimuli sonore. Ça permet un peu de comprendre ce comportement, comment ils sont mis en place. Alors, en recherche, Emmanuel a un petit peu parlé tout à l'heure, il y a l'importance des méta-analyses, c'est-à-dire que parmi les 5000 études en imagerie cérébrale dans l'autisme qui existent aujourd'hui, on peut retrouver des résultats qui peuvent être très variables. Et les méta-analyses, en fait, elles permettent d'essayer d'identifier des résultats qui sont reproduits de façon la plus consistante parmi les différentes études, avec les différentes méthodes utilisées. Et donc récemment, il y a une méta-analyse, assez récemment, parce que les méta-analyses ne se font pas tous les jours, c'est très très laborieux, qui est sortie et qui a montré donc une méta-analyse des études en imagerie cérébrale anatomique, portant sur plus de 800 sujets, et qui a montré que le résultat le plus consistant dans l'autisme était des anomalies localisées, justement, dans ces régions temporales supérieures. Alors, très bien, je vous ai montré qu'au fur et à mesure du temps, on a pu identifier de façon très consistante des anomalies dans cette région spécifique du cerveau, qui est la région temporale supérieure, avec différentes méthodes d'imagerie, avec différents jeux de données, parce que bien sûr, les enfants qu'on a vus en 2000, ce n'est pas les mêmes enfants qui ont été vus en 2005 ni en 2015. La question qui se pose ensuite, c'est quel est le rôle de cette région dans le cerveau pour qu'on puisse mieux comprendre en quoi les anomalies dans cette région pourraient impacter le comportement. Ce qui est intéressant, c'est que à l'époque, on ne le savait pas trop. La science, elle avance par vagues. Et donc, quand les premiers résultats dans l'autisme sont sortis, on n'était pas très sûr. Mais très rapidement, il a été montré en fait que ces régions temporales supérieures sont très importantes pour traiter l'information sociale. Et ça a été découvert de façon un petit peu fortuite par une équipe anglaise qui travaillait sur la description du cortex visuel. Donc, cortex visuel qui a différentes régions qui vont traiter différentes informations visuelles et qui travaillait sur la description de V5, qui est la partie du cortex visuel qui traite le mouvement. Et donc, il montrait à l'époque des personnes des points lumineux qui faisaient des mouvements, différents types de mouvements, pour justement étudier l'activation cérébrale de cette région spécifique qui traite le mouvement. Et à un moment donné, ils ont montré une petite vidéo où on voit des points lumineux, en fait,
qui font penser à une personne qui marche. Ça s'appelle la figure de Johnson. Et ce qu'ils ont observé à l'époque, c'est qu'on avait bien une activité au niveau du cortex visuel qui traite le mouvement, mais on avait aussi une activité inattendue au niveau de cette région temporale supérieure, le STS. Et donc on sait aujourd'hui, comme je vous disais, que c'est une région du cerveau qui est extrêmement importante pour le traitement de l'information sociale. Qu'est-ce que j'appelle l'information sociale? C'est tout ce qui est issu de la perception sociale au niveau visuel, la perception des mouvements biologiques, la perception des mouvements des yeux, du visage, des mains, du corps de l'autre, la perception sociale auditive, donc la perception de la voix humaine, comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure, et aussi toutes les tâches plus complexes de cognition sociale, dont la théorie de l'esprit et la mentalisation. Et c'est une région clé d'un réseau cérébral qu'on appelle le cerveau social, qui est un ensemble de régions du cerveau qui s'est spécialisé dans le traitement préférentiel de toute information qui a un caractère social. Donc quand on comprend ça, les anomalies de ces régions chez les personnes avec autisme deviennent plus assez pertinentes, parce que c'est vraiment tout l'ensemble de comportements ou de perceptions qui sont atteintes chez les personnes avec autisme. Je vous montre quelques exemples de la fonction de ces régions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on montre les mouvements faits par des points lumineux qui peuvent faire penser en fait soit à une roue qui tourne, soit à une personne qui marche. En fait, quand on va observer le mouvement d'une personne qui marche, on va avoir une activité au niveau de cette région temporale supérieure. Ce qui est intéressant de réfléchir, c'est qu'en fait, l'input perceptif est exactement le même. Ce sont des points lumineux qui bougent. Mais pour une raison quelconque, dès que le cerveau va interpréter ces stimulus, cette information, comme étant une information socialement pertinente, socialement importante, cette information, elle va rentrer dans un circuit de traitement préférentiel de l'information. Ce circuit qu'on appelle le cerveau social, pour que justement elle soit traitée de façon préférentielle, parce qu'il s'agit d'une information importante. C'est de même pour le mouvement des yeux. Donc pareil, on peut montrer l'activité cérébrale en réponse à le fait qu'on va indiquer une direction, soit par les mouvements des yeux, soit par une flèche qui indique donc en haut à gauche. Et en fait, quand on va obtenir cette information par les mouvements des yeux, on va observer une activation qui a lieu au niveau de ces régions temporales supérieures. Encore une fois, l'information est la même, c'est l'indication d'une direction. Mais dès que cette information provient d'un stimulus qui a un caractère social, elle va encore une fois rentrer dans un circuit de traitement préférentiel de l'information par cette région temporale supérieure. Et on peut même jongler avec ce mécanisme dans l'IRM. Donc ça, c'est une étude qui était très intéressante, qui montrait donc aux personnes cette image qui est assez particulière, sur laquelle on peut voir différentes choses. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on peut voir sur cette image ? J'entends des yeux. J'entends une voiture. Merci beaucoup pour votre participation. En effet, donc on peut voir différentes choses. On peut voir des yeux, on peut voir une voiture. Et en fait, dès que le cerveau va percevoir ça comme étant des yeux, on va avoir une activation au niveau du STS, au niveau de ces régions temporales, alors que cette activation n'existe pas quand on perçoit une voiture. Donc, encore une fois, l'input perceptif est le même. C'est le caractère social de l'information qui va déterminer si cette information va être traitée au niveau de ces régions temporales supérieures et va rentrer dans ces circuits préférentiels de traitement d'information ou pas. Quand on comprend un petit peu ce mécanisme, on peut imaginer l'impact qu'il peut avoir des dysfonctionnements au sein de cette région pour des personnes avec autisme, comme j'ai pu montrer tout à l'heure. Alors, je vais prendre ce crochet des petits yeux dans la voiture pour switcher un petit peu la présentation sur l'importance du regard. Parce que le regard est vraiment le mécanisme fondamental par lequel on va rentrer en interaction avec l'autre.
et par lequel on va construire toute notre compétence sociale et tous nos savoir-faire en termes d'interaction sociale. Si on réfléchit en termes biologiques, on discutait hier soir par rapport à ça, il y a quelque chose qui s'est vachement complexifié au fur et à mesure de l'évolution en termes d'interaction sociale. Et forcément, il y a eu des mécanismes cérébraux, biologiques, qui ont dû se développer justement pour sous-tendre cette nouvelle complexité en termes d'interaction sociale du point de vue évolutif. Si on réfléchit donc justement au point de vue évolutif, on peut se dire que chez les mammifères non primates, la reconnaissance de l'autre se faisait plutôt par l'odorat, alors que chez les primates, la reconnaissance de l'autre et donc le moyen de rentrer en interaction avec l'autre se fait notamment par la reconnaissance des visages et de la voix. C'est pour ça qu'on peut parler à quelqu'un au téléphone et on peut savoir qui c'est. Et au niveau cérébral, il y a une spécialisation et un développement qui s'est fait pour soutenir ces types de comportements. Alors, je vous montre une petite vidéo qui est très intéressante et qui montre justement la puissance et la précocité de ce comportement du regard, y compris du point de vue évolutif. Ça, c'est un petit singe nouveau-né. Vous allez observer comment il interagit avec l'examinateur. C'est très mignon. Il ne quitte pas des yeux. Il y a une interaction, donc même interespèce, qui a lieu très tôt dans le développement. Chez le petit bébé, donc Emmanuel en parlait encore tout à l'heure, et ceux qui ont pu côtoyer des bébés, on sait que très tôt dans le développement, il y a cette interaction qui se fait par le regard avec la mère, avec les personnes qui s'en occupent, et c'est par le biais du regard que cet enfant va commencer à développer des capacités sociales et pouvoir développer les capacités d'interaction sociale. Or, on sait que le regard est un comportement qui est très, très atteint chez des personnes avec autisme. Et ça, depuis les premières descriptions par Koerner, ces anomalies du contact visuel étaient déjà présentes. Elles font partie de toutes les échelles de dépistage, d'évaluation, diagnostic. Et c'est une expérience clinique qui existe depuis longtemps. Ces difficultés des enfants avec autisme de rentrer en contact par le regard avec l'autre. Je vous montre encore une petite vidéo qui illustre ça. Donc ça, c'est une paire de jumeaux, donc la petite fille et le petit garçon, qui doivent avoir quelques mois. Et le garçon va avoir plus tard un diagnostic d'autisme. Vous pouvez voir, en fait, comme la petite fille, elle cherche à entrer en contact par le regard avec son frère. Elle le cherche du regard de façon très, très insistante. Et en fait, le petit garçon, à aucun moment, il va accrocher le regard avec celui de sa sœur. Il va rentrer en interaction par le regard avec elle. Donc, on sait que c'est quelque chose qui est atteint, c'est un comportement qui n'est pas bien mis en place très tôt chez des enfants qui vont avoir plus tard un diagnostic d'autisme. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis bientôt une vingtaine d'années, on a la possibilité d'investiguer ce comportement du regard, qui a une importance cruciale pour comprendre les difficultés de l'autisme, avec des méthodes qui sont objectives et quantitatives, telles que l'eye tracking. L'eye tracking est une méthode qui a été développée en principe pour la pub, parce qu'elle permet d'identifier le focus du regard d'une personne. C'est pas moi. Elle permet d'identifier où la personne regarde, qu'est-ce qu'elle préfère regarder dans une scène ou dans un contexte, combien de temps elle passe à regarder, etc. Et donc très rapidement, l'eye tracking a été incorporé par les sciences cognitives et les neurosciences, parce que c'est vraiment un outil extrêmement intéressant pour investiguer ce comportement de regard qui est le comportement clé pour comprendre les interactions sociales.
Alors, des études en eye tracking dans l'autisme, il y en a des centaines, depuis une vingtaine d'années. Je vous montre rapidement la première étude qui a été publiée. C'était l'équipe de Amy Klein aux États-Unis. Et c'était très intéressant parce qu'ils montraient à des jeunes adultes avec autisme et des jeunes adultes sans autisme un film qui a peur de Virginia Woolf, une petite scène du film qui a peur de Virginia Woolf, qui est très riche en interactions sociales. Et en fait, il a pu décrire ces deux types de patterns de regard face à des scènes sociales. Donc vous pouvez voir un jeune, le pattern de regard d'une personne au développement typique, qui, quand il va regarder ces scènes, va se focaliser sur les personnages, sur les visages et surtout sur les yeux. Et c'est comme ça qu'il va comprendre les interactions sociales qui sont en cours. Alors qu'en rouge, c'est un exemple de pattern de regard d'une personne avec autisme. Et ce qu'on peut imaginer, en fait, c'est que cette façon de regarder cette scène ne va pas permettre à cette personne de bien comprendre ce qui se passe, de bien se positionner dans une situation de vie quotidienne par rapport à d'autres personnes, et qui va être vraiment très handicapant pour cette personne dans ses interactions sociales. Donc depuis une quinzaine d'années, en fait, on a investi, si je peux dire comme ça, cette voie de recherche en eye tracking dans notre laboratoire, parce qu'on estime que c'est un outil qui est très robuste, qui fournit des données quantitatives et objectives sur ce qu'on appelle des anomalies de perception sociale, qui peuvent être très utiles pour comprendre le mécanisme, mais aussi pour comprendre les mécanismes sous-jacents, dès qu'on peut les mettre en lien avec l'imagerie cérébrale, par exemple. Et je vais y venir. Donc, on a développé des paradigmes en eye tracking qui sont adaptés pour étudier la perception sociale à la fois chez l'enfant, chez l'adulte. On a pris des scènes du film Petit Nicolas, que vous connaissez tous, qui est très, très mignon à voir. Et on a fait des extraits très courts, qui durent à peu près 10 secondes, et que donc font appel à des mécanismes de comportement très automatiques et qu'on maîtrise très peu, en fait. Je vous montre quelques exemples. Donc là, c'est une des scènes qu'on présente aux enfants dans nos études. Et la première scène, c'est vue par un enfant en développement typique. Bon, salut. Au revoir, Marie-Edwige. J'ai passé un très bon après-midi avec toi. Je te trouve très jolie et j'espère qu'on se reverra bientôt. Ce que vous avez vu, c'est un pattern de regard qui est très typique, avec un regard qui va sur les personnages, sur tous les visages et les yeux. Et là, c'est la même scène vue par un enfant de même âge avec autisme. Bon, salut. Au revoir, Marie-Edwige. J'ai passé un très bon après-midi avec toi. Je te trouve très jolie et j'espère qu'on se reverra bientôt. Je pense que la différence est très claire. Et ça, c'est aussi la richesse de l'eye tracking, c'est qu'on peut voir ce comportement. Donc, les enfants avec autisme ne vont pas du tout regarder les personnages, très peu, et surtout pas les yeux. Et donc, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, on peut imaginer l'impact que ça peut avoir sur la compréhension du monde social qui entoure cet enfant. Alors, quand on fait des analyses de groupe, et ça a été largement décrit, ce qu'on observe, c'est justement une diminution du nombre de fixations dans les yeux, qu'on peut mesurer avec l'eye tracking, chez des enfants, mais aussi des adultes avec autisme, qui parlent donc de ce qu'on appelle les anomalies de perception sociale dans l'autisme. Donc ça a été largement répliqué. Et plus récemment, en fait, il y a tout, qui rejoint un peu ce qu'Emmanuel disait tout à l'heure, il y a tout un intérêt grandissant dans la recherche sur l'autisme pour essayer de mieux comprendre la variabilité interindividuelle et les patterns individuels de comportement pour justement essayer de mieux comprendre les trajectoires individuelles. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire à un moment donné avec nos études, c'est au-delà de cette description, simple description d'anomalie. Oui, les enfants avec autisme regardent moins les yeux que les enfants sans autisme, mais comment ça se comporte au sein d'un groupe? Comment on peut accéder à des comportements individuels pour mieux comprendre les trajectoires individuelles? Et donc, on a fait une étude récemment où on a inclus 2 groupes d'enfants, des enfants avec autisme et des enfants sans autisme, qui ont tous eu des mesures d'eye tracking avec des petites scènes du Petit Nicolas, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça se passe très bien parce que l'eye tracking, c'est vraiment non invasif. Ils sont juste assis devant l'écran de l'ordinateur et regardent les vidéos. Et puis, en parallèle, on a fait des mesures
d'IRM cérébral, donc plus spécifiquement de l'IRM DTI, qui mesure, comme je vous disais tout à l'heure, les fibres de matière blanche et les connectivités anatomiques entre les différentes régions. En termes d'imagerie cérébrale, dès qu'on va investiguer l'imagerie anatomique, on a plus de flexibilité parce qu'en fait, là, pour nos études, ce sont des enfants qui viennent pour faire une IRM clinique demandée par leur médecin, comme est préconisé dans les recommandations, et qu'on propose que cette IRM soit réalisée dans le cadre de recherche. Et donc, comme c'est un examen clinique qui est important pour les enfants, parce qu'on peut, avec l'IRM, identifier différentes pathologies qui doivent être écartées dans le cadre de l'autisme, ces enfants, des fois, elles sont prémédiqués pour faire l'examen, ce qui nous permet, nous, d'obtenir en fait, des données sur tout le spectre de l'autisme, même des enfants plus sévèrement atteints, et puis chez des enfants tout petits qui ne pourraient pas passer une IRM réveillée. Alors que si on va faire des mesures d'IRM fonctionnelles, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a besoin de la coopération de la personne. Donc pour les personnes avec des autismes plus sévères ou pour les petits-enfants, les études sont plus complexes et voient très peu réalisées. Donc je reviens à notre étude où on avait 25 enfants dans chaque groupe qui ont fait l'eye tracking, qui ont fait l'IRM et qu'on a obtenu ces mesures de connectivité de la matière blanche. Et en fait, les résultats étaient très intéressants. Parce que la première chose qu'on a voulu investiguer, c'est justement, comme je vous disais, la variabilité interindividuelle dans ce comportement de perception sociale. Et ce qu'on a pu montrer, qui était très étonnant, parce qu'il n'y a pas vraiment de données de la littérature dans ces sens, c'est qu'il y a une énorme variabilité interindividuelle dans ce comportement social. Donc là, ce sont des données des enfants en développement typique. Donc vous pouvez voir que dans le développement typique, on a une distribution de ce nombre de fixations dans les yeux lorsqu'on regarde les films, qui est en dehors du cadre de la pathologie, mais avec des enfants qui vont regarder beaucoup les yeux et d'autres qui vont regarder très peu. Et ces distributions, elles suivent une loi normale, comme la plupart des paramètres biologiques qu'on connaît. Ce qui était très intéressant d'observer aussi, c'est que ces distributions, elles existent dans le groupe avec autisme. C'est-à-dire que si on va comparer de façon traditionnelle, comme on l'a fait tout à l'heure, les deux groupes, on va certes observer une différence avec une diminution ou des anomalies, comme on décrit chez des enfants avec autisme, mais dès qu'on va s'intéresser à regarder de plus près qu'est-ce qui se passe au sein du groupe et comment sont les comportements individuels, on va observer une courbe qui ressemble à celle du développement typique, avec des enfants qui vont regarder très peu les yeux et d'autres qui vont regarder plus. Et ça, d'une part, ce sont des informations qui sont très nouvelles et qui peuvent permettre de mieux comprendre justement les trajectoires de développement différentes dans le cadre de l'autisme. Et pour nous, c'était très riche parce que ça nous a permis d'essayer d'investiguer au niveau cérébral qu'est-ce qui pourrait être associé avec ces comportements si différents chez les enfants. Donc on a fait des analyses de corrélation avec la matière blanche. Et en fait, ce qu'on a pu observer, encore une fois avec cette approche cerveau entier sans hypothèse a priori, et ce qu'on a pu observer, c'est que chez les enfants au développement typique, les enfants qui regardent plus les yeux, ils vont avoir, je fais un petit raccourci, mais ils vont avoir plus de fibres de matière blanche qui vont connecter les régions temporales aux régions frontales notamment. Donc un comportement social qui est plus performant, si je peux dire comme ça, est associé à une connectivité anatomique plus importante au niveau de ces régions. Chez les enfants avec autisme, qu'est-ce qui se passe ? Ce qu'on observe, c'est que, encore une fois, chez les enfants avec autisme qui vont regarder plus les yeux, ceux qui parlent d'un comportement ou des compétences sociales plus développées, on va avoir plus de fibres de matière blanche, une connectivité anatomique plus importante, au sein des régions temporales, en lien avec les régions frontales. Donc encore une fois, ces régions temporales qui reviennent. Cette fois-ci, pas pour décrire des anomalies, mais au contraire pour soutenir des comportements plus performants. Et en fait, on peut faire des analyses, ce qu'on appelle des analyses d'interaction, où on va s'interroger au niveau statistique à qu'est-ce qui est différent. En gros, où dans le cerveau, le nombre de fixations dans les yeux corrèle différemment entre les deux groupes. Et ce qu'on observe, en fait, c'est que dans ces régions ici, on a une corrélation avec le nombre de fixations dans les yeux, entre le nombre de fixations dans les yeux et les matières blanches,
uniquement chez les enfants avec autisme. Alors, comment on peut interpréter ces résultats? En fait, c'est une région que, chez les enfants au développement typique, n'est pas du tout associée au comportement social, mais chez les enfants avec autisme qui ont un comportement social plus performant, cette région, elle devient impliquée. C'est comme si cette région supplémentaire a été recrutée au fur et à mesure du développement pour sous-tendre des meilleures performances sociales. Donc ça parle d'une part d'un mécanisme de plasticité cérébrale très important qui existe dans l'autisme et qui peut donc soutenir le développement de compétences sociales telles qu'on peut le travailler en rééducation par exemple. Et ça permet aussi peut-être de mieux comprendre, avec des études longitudinales, ce qui n'est pas le cas ici malheureusement, comment ces mécanismes compensatoires vont impacter les trajectoires développementales individuelles chez les personnes avec autisme. Donc c'est toute une nouvelle voie de recherche qui s'ouvre à partir de ces nouveaux raisonnements qui sont en cours d'émergence. Alors je passe à la toute dernière partie de ma présentation, parce que je vous ai montré très très rapidement 30 ans de recherche en 15 minutes, ça c'est un sacré exercice. Mais c'est vrai qu'on a accumulé beaucoup de connaissances. On ne peut pas dire le contraire. Donc ce qu'on savait sur l'autisme il y a 30 ans n'a rien à voir avec ce qu'on sait aujourd'hui. On a des connaissances sur le comportement social, sur les mécanismes cérébraux qui sous-tendent ces comportements sociaux. Et on a des outils très performants pour pouvoir mesurer ces comportements et ces paramètres cérébraux. Et l'objectif dans tout ça, ce n'est pas que de comprendre pour le plaisir intellectuel, bien évidemment, c'est de pouvoir comprendre pour pouvoir proposer des choses, pouvoir proposer des interventions et pouvoir aider les personnes avec autisme. Alors, il y a énormément de choses qui sont faites. Vous travaillez tous dans le domaine et vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent au niveau comportemental. Nous, on a essayé de voir au niveau cérébral, c'est-à-dire aller directement à la source, comment on pourrait développer des méthodes d'intervention intéressantes et pertinentes dans le cadre de l'autisme. Donc, basé sur toutes les connaissances que je vous ai présentées rapidement, on a proposé la simulation magnétique transcrânienne. Le terme, ça fait un peu peur, mais en fait, c'est une méthode qui est très utilisée depuis une vingtaine d'années, à la fois en sciences cognitives, mais aussi dans des différentes pathologies. C'est une méthode qui a déjà été validée comme une intervention thérapeutique efficace dans le cadre de la dépression, et c'est en cours de validation dans d'autres pathologies. Et donc, notre objectif était de vérifier, d'étudier, s'il serait possible d'intervenir. 4 minutes. Merci. S'il serait possible d'intervenir sur le cerveau avec ces méthodes qu'on appelle les méthodes de neuromodulation, sur cette région du cerveau qu'on a trouvée anormale dans l'autisme, qu'on sait qui est impliquée dans la perception sociale, et si on peut donc moduler l'activité cérébrale de cette région, visant à modifier le pattern de regard tel qu'on peut mesurer avec l'eye tracking. C'est un peu ambitieux. Alors là, c'est juste une petite vidéo pour vous montrer qu'est-ce que c'est la TMS, parce que c'est vrai que ça fait un peu peur quand on ne connaît pas. Donc la TMS, en fait, le principe, c'est qu'on vient toucher la tête avec une bobine. Au sein de la bobine, il y a un petit courant électrique qui passe. Ce n'est pas du tout des chocs électriques, mais le courant, il va générer un champ magnétique. Et le champ magnétique va agir sur l'activité neuronale. Et ça ressemble à ça. C'est juste ça. C'est des petites tapes sur la tête. À des intervalles réguliers. Et ça dure 3 minutes au total. Ça, c'est une séance de TMS telle qu'on l'applique actuellement. Alors, la première chose pour répondre à cette question, c'était d'avoir une preuve de concept. C'est-à-dire, quand on a une question de cette ampleur, on ne va pas directement dans la pathologie, on va essayer de voir dans le cerveau typique, avoir une preuve de concept, c'est-à-dire, est-ce que cette approche est possible ? Et donc, pour cela, on a fait une étude donc, chez le sujet sain, avec une TMS inhibitrice. Donc, je n'ai pas dit, mais la TMS, on peut moduler les paramètres pour avoir un effet inhibiteur sur l'activité des neurones ou excitateur, en fonction de ce qu'on cherche. Et donc, on a fait cette première étude chez les sujets sains avec une TMS inhibitrice où on fait des mesures d'eye tracking. On montrait les petites vidéos que je vous ai montrées tout à l'heure.
On faisait un placebo, le CHAM c'est un placebo, où c'est le même contexte mais il n'y a pas de champ magnétique. On faisait une inhibition du STS, de cette région temporale supérieure, et on faisait encore des mesures d'eye tracking. Et en fait, ce qu'on a pu montrer... Pardon, j'étais trop vite. Je vous montre un exemple. Donc ça, c'est une personne avant la TMS, une personne de développement typique. Au revoir Marie-Edwige. J'ai passé un très bon après-midi avec toi. Je te trouve très jolie et j'espère qu'on se reverra bientôt. Donc on voit un pattern de regard très typique qui va vers les visages et vers les yeux. Et ça, c'est la même personne une fois qu'on a inhibé cette région temporale supérieure. Bon, salut. Au revoir Marie-Edwige. J'ai passé un très bon après-midi avec toi. Je te trouve très jolie et j'espère qu'on se reverra bientôt. On a changé le pattern de regard. C'est comme si on avait induit une espèce de lésion virtuelle, entre guillemets, qui a fait en sorte que quand on a inhibé le neurone de cette région, on a eu un pattern de regard qui ressemblait plutôt au pattern de regard des personnes avec autisme. Et ça, c'est bien sûr statistiquement, quand on analyse au niveau du groupe, on voit un effet significatif de cette inhibition sur le comportement du regard. Alors l'objectif, c'était bien évidemment pas de inhiber le regard des personnes qui vont bien, mais c'était d'appliquer ça dans le cadre de l'autisme. Donc on a fait une première étude où on appliquait une séance de TMS excitatrice, donc cette fois-ci excitatrice, donc pour stimuler l'activité des neurones de cette région. On faisait des mesures d'eye tracking avant et après, avec 17 patients adultes avec autisme. Donc je vais spoiler tout de suite pour dire qu'on n'a pas eu de résultats significatifs au niveau du groupe. Et on peut en discuter pendant des heures pourquoi ce serait le cas. Dans le cas de l'autisme, c'est jamais simple, vous savez autant que moi. On avait une énorme variabilité de la réponse à la TMS, avec des écarts types qui sont très très importants. Mais on avait des résultats individuels encourageants. Donc je reviens à l'importance des résultats individuels. Et je vous montre donc une scène de film regardée par une personne avec autisme avant qu'on stimule son STS. Je dormais tranquillement et mon père est venu me réveiller. Il était tout habillé, pas rasé, rigolait. Il m'a dit que pendant la nuit, j'avais eu un petit frère. Donc un pattern de regard très typique de l'autisme, avec un regard qui ne va pas du tout vers les yeux. Quand il va vers le visage, il va surtout vers la bouche. Et ça, c'est la même personne une fois qu'on a stimulé son STS. Je dormais tranquillement et mon père est venu me réveiller. Il était tout habillé, pas rasé, rigolait. Il m'a dit que pendant la nuit, j'avais eu un petit frère. Vous avez vu une différence, j'espère. Et en fait, c'est ça qui nous a encouragés, parce que je vous avoue que pendant 2 ans, on a mis ça dans un tiroir, on ne savait pas trop quoi faire avec. Mais le fait qu'il y a des réponses et qu'il y a des retours de famille, en fait, qui disaient ce soir, il était différent, etc. Donc c'est très subjectif, on est d'accord. C'est très ponctuel, on est d'accord. Mais si on ne s'appuie pas sur ça, on n'avance pas sur la recherche. La recherche, c'est faite aussi d'espoir. Et ce qu'on s'est dit à un moment donné, c'est que c'était peut-être un peu prétentieux de se dire qu'on allait venir intervenir sur le cerveau d'une personne qui, pendant 20 ans, s'est développée sur une trajectoire développementale d'autisme, et qu'avec 3 minutes d'intervention, on allait pouvoir changer beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on a proposé donc une nouvelle étude qui s'appelle STIMOTE, qui est actuellement en cours, sur lequel on s'est basé sur les études qui ont été menées dans le cadre de la dépression. Comme je vous ai dit, c'est une pathologie pour laquelle la TMS a déjà été validée, qui propose des interventions répétées. Donc en fait, c'est un peu complexe le schéma, mais en gros, c'est une étude en fait qui propose des séances de TMS tous les jours pendant 2 semaines, du lundi au vendredi, qui durent 3 minutes, mais qu'il faut que ce soit fait tous les jours. On fait des mesures en IRM, en eye tracking et des échelles cliniques avant et après, et aussi dans le temps. Et c'est une étude en double aveugle contre placebo, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de jeunes qui a la TMS active et un groupe de jeunes qui a le placebo. Et notre hypothèse, c'est qu'à la fin, on pourra identifier des changements, des améliorations du comportement de regard chez des groupes qui ont eu la TMS active et pas chez les groupes qui ont eu le placebo. Et ça permettrait en fait de poursuivre ces investigations sur la possibilité de l'application de la TMS dans l'autisme. Parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi que même s'il y a énormément d'interventions comportementales qui sont très efficaces, on manque quand même de stratégies thérapeutiques au sens plus large dans l'autisme, et donc il faut l'investiguer. C'est une étude qui est en cours, comme je le disais, on a déjà inclus 9 participants sur les 20 qui étaient prévus. Ça se passe à Necker, donc à Paris.
Si vous avez des personnes qui seraient intéressées, n'hésitez pas à me contacter. C'est une étude actuellement uniquement chez les garçons. On pourra revenir sur cette discussion aussi. Et qu'on espère avoir les résultats dans un an. Alors, je termine là-dessus. En fait, c'est une histoire à suivre. C'est une histoire qui dure 30 ans, qu'on a construit au fur et à mesure et qui nous a permis, en fait, la construction des connaissances nous a permis de proposer des choses telles qu'on le propose aujourd'hui, dans le sens d'essayer de rattraper, si je peux dire comme ça, des trajectoires développementales qui seraient parties dans un mauvais sens, qui seraient déviantes, et que ces déviantes, le différent n'est pas forcément mauvais, mais quand ça ramène de la souffrance et des difficultés pour les personnes, il faut qu'on soit là pour pouvoir essayer d'intervenir. Donc, dans ce sens, on a différents projets qui sont en cours. On a un projet avec l'eye tracking, justement, pour essayer d'identifier, avec Hélène Vulser à la Salpêtrière, chez les femmes avec autisme, essayer d'identifier des particularités phénotypiques et des diagnostics différentiels. On a le projet avec la TMS, donc pouvoir investiguer des possibilités d'intervention. Et on a cette voie de recherche qu'on investit actuellement sur les facteurs individuels qui pourraient permettre de mieux comprendre les trajectoires développementales qui peuvent être aussi différentes dans le cadre de l'autisme. Donc, je voulais remercier l'équipe qui est à Necker, l'organisation pour m'avoir invité, m'avoir donné l'occasion de présenter ces travaux, et puis surtout les familles, parce que depuis le départ, c'est un projet de recherche, au-delà d'un projet de recherche, c'est un projet de vie professionnelle, en fait, qui se fait avec les familles, parce que vous pouvez imaginer qu'il y a 30 ans, mettre un enfant avec autisme dans une machine d'IRM, ce n'était pas du tout quelque chose de simple, et on a toujours compté sur la confiance des familles, l'investissement des familles. Et jusqu'à aujourd'hui, on a des familles qui participent donc à cette étude d'un TMS, qui viennent tous les jours en voiture ramener les jeunes pour qu'on puisse avancer ensemble dans ce chemin de connaissance. Merci beaucoup. Merci, Anna. Vous savez que les conférenciers sont là pendant la pause. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Je crois que c'est la pause à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, parce qu'on a pris du retard. Et comme après les collègues qui viennent, il est obligé de repartir tout de suite, mondialement connu. Donc, vous pouvez poser des questions. Merci, Anna, c'est très intéressant. C'est vrai que vous êtes pour RTMS. Moi, je l'utilise dans les phénomènes. C'est agréé maintenant. On a commencé avec la dépression. Maintenant, je l'utilise dans la douleur. Tout à fait. Elle est validée dans la douleur, de type de douleur, avec l'embrasse pareil. Et donc, ça marche bien. Oui, il y a des bons résultats. Donc, peut-être qu'on va travailler sur les troubles du comportement liés aux phénomènes douloureux et autisme. Parfait. Avec le TMS. Passons sur autre chose. Voilà, merci Anna encore. Et puis, elle est là, donc vous pouvez poser. C'est la pause. Je suis là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Et on reprend, je vous dis bien, pour être là, pour ne pas dépasser,